Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir. On se retrouve ce soir pour aborder le thème jugé au programme des classes préparatoires ECG et ECT cette année, et je traiterai pour cette séance le refus de juger. Je m'appuierai sur l'œuvre de la philosophe Hannah Arendt, notamment sur deux ouvrages de cette dernière, Les origines du totalitarisme et Eichmann à Jérusalem, texte qui est sous-titré « Rapport sur la banalité du mal ». Le refus de juger est souvent abordé par la philosophie de manière positive. C'est la fameuse époquée, c'est-à-dire la suspension du jugement, qui permet d'éviter des jugements à l'emporte-pièce. On peut refuser de juger parce qu'on ne se sent pas légitime pour le faire. « Tu ne jugeras point », dit la Bible. On laisse Dieu faire lors du jugement dernier. On peut aussi refuser de juger, de manière temporaire, le temps que la consolidation des fondements de ce jugement se fasse. Avant de justifier son jugement, avant d'en avoir les moyens, par exemple par des biais de connaissance, la suspension du jugement a l'air d'être une proposition éthique tout à fait défendable. Or, Hannah Arendt aborde ce moment où le refus de juger est absolument intolérable, inacceptable, le contraire de la sagesse, le contraire même de la philosophie. À la faveur du procès d'Adolf Eichmann, Hannah Arendt a théorisé ce qu'elle nomme la banalité du mal, une expression qui a suscité polémique, on verra pourquoi, et qui s'inscrit dans une réflexion engagée à propos du totalitarisme, raison pour laquelle je mobiliserai ces deux références, celle concernant le procès Eichmann à Jérusalem, ainsi que ses travaux sur le totalitarisme. Je commencerai par le cas Eichmann, pour ensuite analyser les fondements de cette thèse et remonter donc aux problèmes posés par le régime totalitaire. Ces questionnements d'Hannah Arendt se situent à la marge entre deux grands domaines. Le domaine de la politique, puisqu'il s'agira de questionner ce régime, mais également le champ de la morale, puisque l'on interroge le mal. À propos du mal, Arendt part de considérations très classiques qui voient dans l'existence du mal un phénomène extraordinaire qui est lié à des personnages particuliers qui sont diaboliques, monstrueux, des psychopathes, des sociopathes, qui détonnent sur le fond de l'humanité la plus commune, des êtres qui ne sont pas banals. Il peut être en effet tentant de voir dans des personnages qui incarnent le mal des sortes de super-héros de la méchanceté, des êtres dont la force est si grande qu'elle en devient absolument fascinante. Or, Arendt ne voit pas en Hitler autre chose qu'un homme, ne voit pas en Eichmann, ça la frappe lors de son procès, autre chose qu'un homme banal. Le mal politique ne s'appréhende point dans son exceptionnalité. C'est dans son extrême banalité, au contraire, qu'il apparaît, et diaboliser Hitler revient à passer à côté du vrai problème. Face à Eichmann, Arendt a pris conscience du danger qu'il peut y avoir à diaboliser le nazisme. Le risque serait d'entraver la justice, d'empêcher la pensée juste, et de grandir ce qu'il faudrait condamner, en faisant de ces êtres des sortes de héros du mal. On peut en effet, et c'est assez paradoxal, surestimer le mal, et on est tenté de le faire tant il nous intrigue, tant il nous surprend, tant dans notre existence il a l'air extraordinaire. La Shoah en soi est le mal radical, extraordinaire, mais ceux qui ont produit la Shoah le sont-ils ? Si les grands dignitaires du nazisme, comme Hitler ou Himmler par exemple, ont pu le sembler, qu'en est-il de ceux qui sont des exécutants des décisions prises au plus haut niveau ? Dans une société autre que le régime totalitaire, on constate que souvent, les crimes sont dus à des assassins que la haine, le fanatisme ou le sadisme motivent. Mais ils sont moins importants que la troupe extraordinaire d'hommes qui ont participé à l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce décalage de nombre, très peu d'assassins fous furieux, de psychopathes et de sociopathes dans les régimes non totalitaires, et au contraire, dans les régimes totalitaires, un nombre incalculable d'individus qui deviennent des assassins vulgaires et qui ne seraient jamais sans doute devenus des criminels dans une société normale. Avant de comprendre le fond de cette thèse et de remonter donc à l'analyse du système totalitaire qui est capable de produire ce genre d'individus, d'assassins banals, revenons au fait
c'est-à-dire à la situation particulière d'Eichmann, à sa responsabilité individuelle, aux faits particuliers dont il est accusé. L'officier SS Adolf Eichmann était chargé de la logistique de la solution finale. Il était chargé de l'organisation des convois qui envoyaient des trains donc vers les camps de la mort. À la fin de la guerre, Eichmann a pu s'enfuir en Amérique du Sud et en mai 1960, les agents du Mossad, le service de renseignement israélien, s'emparent d'Eichmann en Argentine, le transportent à Jérusalem pour qu'il soit jugé par un tribunal israélien. À sa demande, Hannah Arendt est envoyée par le journal new-yorkais Le New Yorker à Jérusalem pour couvrir le procès d'Eichmann, inculpé donc pour avoir mis en place la logistique de la solution finale entre 1941 et 1945. Il est condamné à mort le 31 mai 1962. Eichmann est pendu à la prison de Ramla en Israël. Lors d'une discussion télévisée avec Roger Herrera, Hannah Arendt déclare « L'un de mes principaux objectifs était de détruire la légende de la grandeur du mal, de sa force démoniaque, de retirer aux gens l'admiration qu'ils ont pour les grands malfaiteurs comme Richard III, etc. » Dans un même ordre d'idées, et vous me pardonnerez le caractère un petit peu léger de cette référence, après les références plus solides et graves que nous abordons ce soir, à une chanson du groupe des années 80-90, Les Innocents, qui dans une chanson intitulée « Homme extraordinaire », proposait dans le refrain ces phrases. « On se souviendra de ceux qui commettent un crime un jour, de tous ces chasseurs de primes, et puis d'oublier la vie d'un homme extraordinaire. » Ces mots évoquent la capacité que nous avons à mémoriser le pire, à mémoriser les grands crimes de l'histoire et d'oublier les bonnes actions, d'admirer la force démoniaque des grands criminels au détriment des grands bienfaiteurs. Lorsqu'en 1961, donc, Hannah Arendt rencontre pour la première fois Eichmann, qui est dans le banc des accusés, elle est stupéfaite par la médiocrité presque inoffensive du prévenu. Il se présente comme un fonctionnaire, procédurier, appliqué, peut-être un peu zélé, mais rien qui ne soit en soi scandaleux. Il lui semble n'être ni un barbare, ni un sauvage sanguinaire, un fou furieux ou un antéchrist génocidaire, un monstre inhumain. Rien de tout cela. Un homme ordinaire, bon mari, bon père de famille. La défense d'Eichmann consiste à dire qu'il n'a été qu'un fonctionnaire obéissant, besogneux, coupable avant tout donc d'avoir obéi lâchement et mécaniquement aux ordres qui lui étaient donnés, à ne pas les avoir remis en question, ce qu'on lui avait toujours appris à faire. Un ordre, cela se respecte. Lors d'une des auditions que restitue Arendt dans Eichmann à Jérusalem, Eichmann rappelle que lui-même, lors d'une visite au camp de Chelmno, où l'extermination battait son plein, a été incapable de supporter la réalité qu'il a vue. Arendt cite le témoignage que je vous donne. Eichmann dit ceci: « J'ai suivi le camion en voiture, et alors j'ai vu quelque chose de plus horrible que tout ce que j'avais vu jusque-là. Le camion se dirigeait vers un fossé béant dans lequel on jetait les corps. Ils semblaient encore en vie tant leurs membres étaient lisses. On les précipitait dans le fossé et j'ai vu quelqu'un, habillé en civil, leur arracher des dents avec des pinces de dentiste. Alors je suis partie. J'ai sauté dans ma voiture et je n'ai plus ouvert la bouche. » À l'issue de cet épisode, Eichmann n'a pas conclu qu'il devait démissionner. Il a simplement fermé sa bouche, comme il le dit lui-même. Il a demandé à ses supérieurs de lui épargner ce genre de visite, de le laisser à l'arrière dans son bureau, pour y faire ce qu'il sait faire en comptable zélé. Arendt appelle cela le crime de bureau. Ce crime de bureau est rendu possible par l'absence de proximité physique entre le bourreau et ses victimes, ainsi que par le transfert de responsabilité sur une autorité reconnue, en l'occurrence ici les supérieurs de Eichmann vont être incriminés par lui-même. D'après lui, il ne fait qu'obéir à plus puissant que lui. Si donc Eichmann agissait en irresponsable, faut-il le condamner ? Eichmann n'avait, dit-il, aucune intention criminelle. Faut-il donc refuser de condamner quelqu'un dont les intentions restaient louables ? Arendt précise que l'absence d'intention, même si elle peut dans certains cas jouer un rôle dans les circonstances dites atténuantes, ne saurait constituer le critère ultime en matière de justice. À l'encontre de la conception moderne de la justice qui insiste sur la subjectivité du coupable, donc sur son intention, sur ses déterminismes psychologiques ou sociaux,
Arendt se tourne vers une conception plus traditionnelle, à savoir que dans un crime, c'est la société tout entière qui est lésée. Le châtiment est obligatoire dans la mesure où il faut qu'il vise à rétablir un équilibre, qu'il restaure la paix sociale que le crime a rompue. S'il faut prendre en considération la subjectivité, c'est d'abord celle de la victime, pas celle du criminel. Ainsi pour Arendt, Eichmann doit être condamné non au regard de ses intentions, mais pour avoir soutenu activement une politique dont le but avoué était l'élimination de certains peuples. Et Arendt de questionner très profondément l'irresponsabilité ou l'inconscience d'Eichmann, qui d'après elle ne saurait l'innocenter. Lorsque Eichmann en appelle à la clémence de ses juges, il rappelle la hiérarchie sociale du Reich. Au sommet, on trouve les chefs nazis, Hitler et ses compagnons de route, qui ont décidé d'opter pour les camps, pour le génocide, et qui ne furent jamais les exécuteurs de leur plan. La conférence de Wannsee, W-A-N-S-E-E, en janvier 1942, pendant laquelle la solution finale a été annoncée officiellement, et à laquelle Eichmann participe, est essentielle pour comprendre comment Eichmann, finalement, s'arrêtera de juger et refusera de juger. Eichmann était spécialiste de la question juive, et dans les propositions qui étaient faites à l'époque, il y avait plusieurs projets, notamment soit le projet de l'extermination de la solution finale, soit le projet dit de Madagascar, qui consistait à exiler les Juifs sur cette île. Il se trouve qu'Eichmann était plutôt partisan du projet Madagascar, et il lui semblait plus humain, dit-il pendant son procès, de, je cite, « mettre un peu de terre ferme sous les pieds des Juifs, plutôt que de les exterminer ». La solution finale, donc, ne faisait pas l'unanimité au sein des cadres nazis, ne serait-ce que pour des préoccupations utilitaires. En revanche, lorsque, à l'unisson, les grands dignitaires de cette réunion de Wannsee se sont mis d'accord sur la solution finale, Eichmann les a acceptés sans broncher. Et c'est cette acceptation qui est intéressante à analyser. Eichmann a d'abord considéré qu'il avait des supérieurs plus savants que lui en la matière, intellectuellement supérieurs. Je cite le texte, « Comme Eichmann le déclara, le facteur le plus décisif pour la tranquillisation de sa conscience fut le simple fait qu'il ne vit personne, absolument personne, qui ait pris effectivement position contre la solution finale. » Eichmann en déduit que, déjà, si cela vient d'en haut, de ses supérieurs hiérarchiques, cela se respecte. Mais en plus, si personne ne discute cette proposition, c'est qu'elle est la bonne. On voit ici que la loi du nombre, en quelque sorte, domine dans le jugement. Si je vois autour de moi des gens qui jugent tous dans le même sens, et que je ne me sens pas particulièrement autorisée à produire un jugement au milieu de tous ces gens dépositaires de l'autorité, comment pourrais-je oser affronter à cette idée mon avis sur le sujet? Ainsi, lors de cette assemblée des dignitaires de la fonction publique, aucune objection ne s'éleva, ce qui participa à l'extinction de la conscience morale de Eichmann. Et qui dit extinction de la conscience morale dit absence de doute et donc de ressenti de culpabilité. Il ne se sent pas coupable, il ne comprend pas d'ailleurs pourquoi on lui intente ce procès, puisqu'il n'est que l'exécutant d'ordre venu d'en haut, et qu'il ne pouvait pas, en tant que pion, en quelque sorte, de ce système, contester. Dans un ouvrage intitulé « Responsabilité et jugement », Hannah Arendt propose une distinction notionnelle intéressante pour résoudre cette difficulté. Elle oppose consentement et obéissance. Voici ce qu'elle écrit à ce sujet. « L'erreur réside dans l'équation entre consentement et obéissance. Un adulte consent là où un enfant obéit. Si on dit qu'un adulte obéit, en réalité, il soutient l'organisation, l'autorité ou la loi à laquelle il prétend obéir. Si, et d'ailleurs Eichmann lui-même se compare à ce dernier, Eichmann ressemble à Ponce Pilate, qui, face au destin du Christ, se lave les mains, c'est l'expression que l'on trouve dans la Bible, sans laver les mains. Si donc Eichmann s'en lave les mains, c'est peut-être parce qu'il adhère, plus ou moins consciemment, au système auquel il obéit. Il consent. Qui ne dit mot, consent. Alors que l'enfant obéit sans comprendre ce à quoi il obéit, ce qu'il comprendra lorsqu'il deviendra adolescent ou adulte, à qui l'on ne demande qu'une obéissance sans compréhension, un adulte ne saurait obéir sans comprendre ce à quoi il obéit. Autrement dit, pour un adulte, obéir,
c'est consentir, obéir, c'est soutenir. Et utiliser le verbe obéir, c'est faire preuve de mauvaise foi, c'est ne pas assumer sa part de responsabilité dans la décision qui a été prise de soutenir ce que l'on a soutenu. N'incriminer que les chefs nazis, c'est-à-dire le sommet de la hiérarchie sociale du Reich, est trop facile. Il existe sous eux une seconde catégorie de personnes, ceux à qui ne revient pas le sinistre privilège de l'invention de la solution finale, mais qui en ont exécuté les ordres dans leur bureau, des employés, des bureaucrates, des fonctionnaires du mal. Ces derniers, auxquels Eichmann appartient, ont tendance à se défausser, à rejeter la responsabilité sur les seuls décisionnaires lors de la conférence de Wannsee de la solution finale, ou au contraire, éventuellement, de faire retomber cette responsabilité au plus bas de l'échelle, vers ceux qui ont physiquement exécuté les meurtres dans les camps de la mort. Dans les deux cas, ces fonctionnaires du mal se défaussent, prétendront que les vrais coupables sont les chefs nazis, que leur activité à eux fut insignifiante, qu'ils étaient les éléments involontaires ou ignorants d'une vaste structure qui les dépassait, et ils feront valoir, ce n'est pas faux, qu'ils n'ont pas de tendance au crime, que leur vie privée n'est pas celle d'assassins, mais d'hommes respectables, de bons pères de famille, etc., qu'ils ont obéi aux ordres par devoir et qu'on ne saurait pour cela les accuser. Ils mettront aussi souvent en avant leur mérite, prétendant n'être restés à leur place que pour éviter le pire, ce qu'on appelle la théorie du moindre mal. Par exemple, qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait pour protéger leur famille, pour protéger leurs amis, pour assurer leur vie. Arendt leur répond que si il existe une responsabilité politique, qui consiste pour les citoyens à endosser les conséquences de la politique menée par les gouvernants, il ne faut pas confondre cette responsabilité d'héritage avec la culpabilité morale ou pénale qui est toujours individuelle. Il ne s'agit pas par exemple de condamner l'Allemagne nazie, mais des individus qui ont participé au projet de cette Allemagne nazie. On ne peut pas proposer de culpabilité collective, ou alors ce ne sera que par abus de langage. L'enjeu est tel que si l'on dit qu'au fond tous les Allemands sont coupables, alors tout le monde est innocent. S'il y a du Eichmann en chacun de nous, alors il n'y a plus d'Eichmann du tout. Arendt réfute l'existence d'une culpabilité collective. Si la personne jugée appartient à un groupe ou à un système, il conviendra d'estimer son degré à elle de responsabilité au sein du système, de culpabilité au sein du système. De même, Arendt répond à la question de l'obéissance et du devoir d'obéissance que nul n'est tenu d'obéir à un ordre criminel. Les relations qui lient les adultes dans la sphère de l'action ne sont pas des rapports d'obéissance, mais de soutien, comme on l'a vu en distinguant l'enfant qui obéit, à l'école maternelle par exemple, et d'adultes qui cautionnent l'instance réclamant l'obéissance. Enfin, l'argument final du moindre mal est un argument faible, explique Arendt, car l'argument du moindre mal tient au fait que ceux qui optent pour le moindre mal ont tendance à oublier que ça reste un mal qu'ils ont choisi. Le moindre mal ne saurait être présenté comme un bien. Ça reste du mal et on ne peut pas le défendre en soi. Or, pour identifier que cela était mal, encore fallait-il user de son jugement, de sa conscience morale et de sa faculté de juger. Le fond de la réflexion d'Hannah Arendt est de montrer que les sociétés totalitaires produisent des hommes qui ne s'interrogent plus, ou pas suffisamment sur ce qu'ils font. La capacité à distinguer le bien du mal n'y est pas actualisée. Si l'on entend par sujet humain une capacité de l'être humain à entrer en rapport avec soi dans le mouvement réflexif pour se juger et avec les autres pour les juger, alors on dira que ce que le régime politique du totalitarisme a forgé, ce ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des sujets, ce sont des non-sujets, ce sont des non-personnes. Cela se manifeste notamment par la propension des criminels nazis à ne parler que par cliché, à répéter les paroles des autres, à ne jamais parler en leur nom propre. Dans son ouvrage de 1953 « Compréhension et politique », Arendt notait que le recours au cliché, en nous dispensant de nous confronter à la réalité, n'était pas sans une certaine relation avec la violence. Je la cite : « La manière dont les clichés se sont introduits dans notre langage et dans nos débats politiques quotidiens indique bien à quel point nous nous sommes non seulement privés de notre faculté de parler, mais aussi disposés à employer des moyens violents. » On comprend ici que la langue de bois de l'administration nazie contribue à priver Eichmann de la conscience de ses actes.
Eichmann ne dit pas extermination des Juifs, il parle de solution finale du problème juif. Il ne parle pas de comptabilisation de cadavres, mais de comptabilisation de pièces. C'est comme s'il n'était plus affecté par ce qu'il a fait. C'est un travail de bureau, un simple travail de comptabilité. Il utilise les éléments de langage qui lui permettent de ne pas s'affronter à la réalité criminelle de ce qu'il produit. Par l'usage de ces périphrases euphémistiques, il s'empêche de s'affronter à la réalité et à la violence de ce qu'il fait. Ce langage atténuatif lui permet de ne pas évaluer correctement la portée de ses actes, donc de ne pas juger. Arendt se demande si c'est un refus, comme je l'annonçais en introduction puisque j'ai titré « Le refus de juger », ou si c'était une incapacité. Sans doute qu'il y a un peu des deux. Il y a à la fois un système totalitaire dont nous allons analyser l'essentiel, qui fabrique des individus de moins en moins capables d'émettre des pensées et des jugements, et puis il y a bien sûr la complicité avérée d'un sujet à ce système, ce que tout à l'heure on a appelé consentir, soutenir. Commençons par analyser la responsabilité de l'État totalitaire en tant que tel. L'État totalitaire produit ce qu'on pourrait appeler la destruction de la personne, et en particulier de la personne morale. Détruit la pluralité des hommes, des jugements humains, en ne produisant qu'un seul type de pensée ou de jugement, produit par l'idéologie ou la doctrine. À la différence des dictatures ou des tyrannies, les régimes totalitaires s'installent de manière légale, bénéficient du soutien populaire, ce qui suppose une intense politisation des masses, autour d'une doctrine unique, d'un parti unique, pour constituer un peuple unique. Cette idée unique, elle est par exemple pour les nazis la supériorité de la race, ou pour les soviétiques l'idée de la révolution prolétarienne. Ce qui compte dans cette idée, c'est son unité. Elle est capable d'expliquer la totalité de l'histoire passée, présente et future, elle rend l'avenir prévisible, et elle se distingue de la réalité, nie tous les faits qui ne s'accorderaient pas avec la prévision idéologique. La jeunesse hitlérienne permet de fabriquer cette pensée unique, de l'imposer à tous, et personne n'osera la contredire puisque la menace de la délation est un frein à toute forme de révolte ou de contestation. Ainsi, lorsque Hannah Arendt parle d'Eichmann, elle l'inscrit d'abord dans ce contexte du totalitarisme, en fait l'un des hommes ayant subi l'inscription dans cette société particulière. Je la cite, « Plus on l'écoutait, plus on se rendait à l'évidence que son incapacité à parler était étroitement liée à son incapacité à penser notamment du point de vue de quelqu'un d'autre. Il était impossible de communiquer avec lui non parce qu'il mentait, mais parce qu'il s'entourait du plus efficace des mécanismes de défense contre les mots et la présence des autres et partant contre la réalité en tant que telle. Ainsi, le nazisme aurait appris à une foule de gens à refuser de juger, mais plus encore à en être incapable. La question, ça va être de savoir donc s'il y a incapacité, ce qui a l'air d'être la proposition de Hannah Arendt, qui n'excuse en rien de toute façon les actes d'Eichmann, et qui sera puni d'ailleurs pour ces derniers, ou s'il y a plutôt refus. Et s'il y a refus, il n'y a pas incapacité, mais bien choix. L'individu est moralement responsable, absolument moralement responsable en tant qu'il avait les moyens d'une pensée dont il n'a pas fait l'usage. Eichmann n'a pas l'âge d'être issu des jeunesses hitlériennes, des Jugendstil. Il est trop âgé pour cela. Donc il a appris à penser, il a appris à juger, et l'on ne peut faire de lui le simple rouage passif du système totalitaire. De ce point de vue, on peut dépasser la proposition d'Hannah Arendt qui voit en lui quelqu'un qui était caractérisé par une pure absence de pensée, ce qui est tout à fait discutable et qui est discuté par un professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne Nouvelle Paris 3, Johann Chapoutot, C-H-A-P-O-U-T-O-T, qui est spécialiste de l'Allemagne et du nazisme et qui a étudié le cas Eichmann dans des détails qu'Arendt ne connaît pas et qui lui permettent, ces détails, de comprendre qu'au fond, Eichmann a joué un rôle lors de son procès, qui n'était pas un minable introverti, mais bien un nazi absolument convaincu de sa doctrine et souhaitant très intimement la solution finale, l'extermination des Juifs.
D'après Chapoutot, Eichmann a été un metteur en scène de sa banalité, un acteur extraordinaire qui a su jouer de stéréotypes rebattus en mettant son image de petit besogneux inoffensif au service de sa défense lors de son procès. Se présenter comme un simple rouage, comme un fonctionnaire obéissant et non comme un initiateur de la Shoah, c'est sa ligne de défense. Au fond, c'est lui qui s'amuse avec des clichés, ceux qui font par exemple des Allemands des individus un peu rigides, obéissants, bornés. Les Prussiens, d'autrefois, servent la ligne de défense d'Eichmann. Chapoutot cite notamment l'ouvrage de David Cesarini, C-E-S-A-R-A-N-I, qui s'intitule Adolf Eichmann, Comment un homme ordinaire devient un meurtrier de masse, qui a été publié en 2010. Cesarini s'est intéressé dans l'exil argentin d'Eichmann aux livres qu'il possédait là-bas et notamment aux annotations qu'il mettait dans les marges et qui laissent peu de doute sur son implication idéologique. De même, lorsque le vétéran SS Wilhelm Sassen, S-A-2-S-E-N, a souhaité en Argentine recueillir des témoignages d'anciens responsables de la Shoah afin de publier un livre sur la solution finale qui, espérait-il, lui rapporterait beaucoup d'argent, il a interviewé Eichmann pendant une dizaine d'heures entre 56 et 57, et ce dernier s'est un petit peu lâché, comme on dirait aujourd'hui, en affirmant que s'il avait pu tuer davantage de juifs, il l'aurait fait. Je cite un passage, une déclaration de Eichmann en 57 dans cette interview. « Je mourrais avec joie en emportant avec moi 5 millions d'ennemis du Reich. Si sur les 10,3 millions de juifs que le Führer avait comptés, nous en avions tué 10,3 millions, je serais satisfait et je dirais aujourd'hui bravo, nous avons détruit un ennemi. » Il dit encore « J'aurais pu faire plus, j'aurais dû faire plus. » Ainsi, Arendt n'a pas connu cet Eichmann et peut être tombé dans les pièges d'un bon jeu d'acteur et n'a pas compris qu'elle était face à un maléfique, inspirateur de la Shoah et pas simplement un exécutant bas de plafond. Ainsi, loin d'être un bureaucrate méticuleux, c'est bien un combattant fanatique du nazisme qu'Adolf Eichmann, quelqu'un qui avait bien les capacités du jugement, qui a faim de refuser de juger, mais qui n'a jamais refusé de juger. Refuser de juger, c'est ce que l'on fait devant autrui pour faire croire à son irresponsabilité morale. Arendt a très authentiquement cru que le totalitarisme fabriquait des individus incapables de juger et qui, conséquemment, refusaient de le faire, précisément parce que les capacités leur manquaient. Avec les travaux de Johann Chapoutot et ceux de David Cesarini, nous ne pouvons pas tirer les mêmes conclusions. Nous sommes bien obligés d'admettre que tout un chacun juge, et que le mal peut être choisi très délibérément. Si bien que le mal peut se banaliser, mais le mal peut garder aussi son caractère d'exceptionnalité. Il est porté, ce mal, par un jugement initial, un jugement qui sort des normes, qui refuse les normes, et qui, de ce point de vue-là, peut bien apparaître, au sens très littéral du terme, extraordinaire. Cette analyse s'achève, je vous remercie de l'avoir écoutée. Si vous aimez ce travail, n'hésitez pas à le soutenir en vous abonnant à ma chaîne, en mettant la petite cloche pour ne rien en rater. Je vous dis à très vite pour philosopher un peu à l'heure bleue avec moi.